Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, cette vidéo est faite à la demande de Philippe. Il se demande ce qui est réel sur Mars ou non. Voici comment Philippe me présente sa question. En 1976, les deux orbiteurs, Viking 1 et Viking 2, survolent la région de Sidonia sur la planète Mars. Au passage, les deux orbiteurs prennent 18 images. Parmi celles retenues, les 7 bonnes images, une des photos prises le 25 juillet 1976 par Viking 1 montre un massif montagneux donnant l'illusion d'un visage. Des employés de la NASA affirment que d'autres photos du visage de Mars, prises à heure et à angles différents, présentent les mêmes détails. Ainsi, le 5 avril 1998, soit 22 ans après les images prises par Viking 1, Mars Global Surveyor photographie la région avec une résolution cette fois-ci 10 fois supérieure à celle de Viking 1. Le cliché, lui, ne dévoile qu'un massif montagneux classique et aucun signe d'un éventuel visage. Mais le cliché ne convainc toutefois pas les sceptiques. Sur d'autres photos, on peut observer ce qui ressemblerait à des pyramides. D'où la question de Philippe, y a-t-il vraiment un visage et des pyramides d'une ancienne civilisation sur Mars? Alors quelques explications si vous ne vous souvenez pas de cette expédition entre guillemets sur Mars. Voici ce qu'il fallait retenir. Le 25 juillet 1976, au cours de sa 35e orbite, l'orbiteur Viking 1 survole, vers 41 degrés de latitude nord, la fine bande de terrain qui sépare les hauts plateaux cratérisés de l'hémisphère sud des terrains bas et lisses de l'hémisphère nord. Dans ce secteur, connu sous le nom de Sidonia, la surface est disloquée en un grand nombre de collines, de buttes et de plateaux. L'objectif de l'orbiteur était de certifier le site d'atterrissage pour Viking 2. Si les scientifiques et ingénieurs avaient bien sélectionné à l'avance des sites d'atterrissage pour les engins de la mission Viking, les orbiteurs devaient les certifier avant que les atterrisseurs n'entament leur descente vers la surface martienne. Cette précaution a largement contribué au succès de la mission, puisque les deux sites principaux choisis pour les atterrisseurs se sont révélés au final bien trop accidentés. Parmi les centaines d'images recueillies, l'une d'elles attire assez vite l'attention. On peut y voir une butte qui ressemble étrangement à un visage humain. Le scientifique Tobias Owen, alors membre de l'équipe chargée du traitement des images, se serait même écrié « Oh mon Dieu, regardez-moi ça !» en découvrant le visage sur une des photographies de l'orbiteur Viking. L'image est suffisamment intéressante pour que le Jet Propulsion Laboratory la rende publique au cours d'une conférence de presse le 31 juillet. Pour les scientifiques présents, il ne s'agit que d'un caprice de la nature, une colline ayant pris une apparence humaine, sous un jeu d'ombre et de lumière. L'image est présentée comme un exemple des formes familières auxquelles les planétologues sont parfois confrontés lorsqu'ils examinent les clichés de la surface des planètes du système solaire. Le visage a valeur d'anecdote et pour les scientifiques qui commentent l'image, il est impensable d'y voir autre chose qu'une amusante illusion d'optique. Un événement troublant et regrettable qui va jouer par la suite en défaveur de la NASA va avoir lieu au cours de cette conférence. Selon une rumeur persistante,
Gérard Soffen aurait confirmé la nature illusoire du visage en évoquant un deuxième cliché pris quelques heures plus tard. Sauf que ce deuxième cliché n'existe pas. Pour une raison simple, il aurait été pris en pleine nuit. Après les explications de la NASA, le visage de Mars va retomber dans l'oubli. Un simple jeu d'ombre et de lumière ne pouvant rivaliser avec les données que les orbiteurs et les atterrisseurs vikings transmettent chaque jour aux scientifiques émerveillés. Et il faudra attendre 3 ans avant qu'il ne soit redécouvert par hasard. Alors que peut-on penser? Est-ce vraiment une illusion d'optique? Comme nous pouvons voir des visages humains dans les nuages? C'est arrivé à chacun d'entre nous. Ou y avait-il une forme de visage sculpté dans la roche et que le temps a érodé, mais a laissé des jeux d'ombre et de lumière qui se sont créés autour d'une sculpture beaucoup plus ancienne? Ou est-ce que c'est la nature qui a sculpté ces formes? Parce que quand on y regarde, oui, on a une illusion d'optique, on dirait un visage, c'est vrai. Mais quand on la regarde d'un autre angle, on peut aussi y voir une forme de visage. Et les pyramides. Ces pyramides, ou ces allures de pyramides, sont-elles réelles ou est-ce encore une fois la nature? Quand on regarde les pyramides égyptiennes et les pyramides incas, elles n'ont pas la même forme. Mais si on leur mettait, je ne sais pas, excusez-moi, j'ai dit même forme, elles ont la même forme, mais elles n'ont pas la même allure, elles sont différentes dans la structure. Mais si on mettait, je ne sais pas, de la poussière, du sable, de la terre dessus, et puis sûrement des centaines de milliers d'années, que pourrions-nous avoir à la place? On peut s'interroger, il ne s'agit pas de dire c'est forcément ça ou pas, il s'agit de comprendre, de ne pas rejeter. Et trop souvent, on le voit de plus en plus, ce qui gêne, ce qui est embêtant, est forcément rejeté par la communauté scientifique. Alors que les scientifiques devraient s'émerveiller et devraient au contraire pousser la recherche à son maximum. Non. C'est toujours des illusions. On n'enquête pas. On ne veut pas savoir, comme sur les géants, c'est pareil. On dit ils sont fous. Il y a de plus en plus une doxa, une pensée qui doit s'opérer, une pensée qui est unique, et on rejette toute autre forme de pensée. Nous nous croirions revenus, finalement, au temps de Galilée, ou au temps de tous ceux qui ont fait réellement progresser la science et qui étaient ouverts d'esprit, acceptant à chaque moment de se remettre en question. Mais maintenant, non. Ce n'est plus comme ça. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de prendre un support et d'essayer de savoir. Pour ce faire, on va prendre les runes. Et à présent, au final, la seule question que nous pouvons poser, c'est que sont ces dunes, ces montagnes, ces formes. Voilà, je vais plutôt opter pour forme. Que sont les formes que l'on peut découvrir sur les photos de Mars?
Et puis nous allons essayer de comprendre le message des runes, ce que veulent nous transmettre les runes, voir si la nature a sculpté ses œuvres, parce qu'on peut parler d'œuvres quand même quand on voit les images, ou est-ce que une main, j'allais dire humaine, humanoïde, autre à la limite, parce qu'effectivement on a toujours tendance à parler de forme humanoïde, mais en fait on ne sait pas. Euh, les extraterrestres sont-ils humanoïdes? Vous voyez, c'est autant de suppositions qui sont gratuites, on n'en sait rien. Et bien là, c'est exactement pareil. Observons déjà la disposition des runes. Un groupe de 3, un groupe de 2 et un groupe plus nombreux ici, de 7 runes. Avec une ligne quand même bien tracée. Pour autant, si on regarde, rien de bien évident. Mais si on se donne la peine un petit peu de voir au-delà de ces petits tas de runes. Comme je vous l'ai dit, ici nous avons une frontière, deux frontières, trois frontières. On a l'impression que, au final, l'oracle, par les runes, est en train de nous montrer que ce n'est pas qu'un seul phénomène qui est la cause de ce que l'on peut observer, mais la rencontre de trois phénomènes. Un, deux, trois. Chacun bien séparé, mais qui viennent en un point former quelque chose. Ça aurait tendance à démontrer que ce n'est pas que Dame Nature qui fait cela, mais qu'il y a d'autres choses. Alors essayons de voir. Essayons de voir ce qui a pu modeler ce que l'on observe. Parce qu'il est facile de dire que c'est notre cerveau qui comble les vides. Et effectivement, quand on regarde les nuages et qu'on voit apparaître ou qu'on laisse deviner des images humaines, des visages, autre chose, oui, c'est notre cerveau. Mais c'est notre cerveau par un autre phénomène que, que l'intuition. Il y a quelque chose là-dedans d'autre. Ça porte un nom, le nom m'a échappé, mais c'est pas très grave ça. Mais il faut cette imagination à combler les trous pour y faire naître un phénomène, pour y faire naître un visage ou autre chose. Il faut quelque part une concrétisation dans tout ça. Et bien là, sur Mars, c'est exactement la même chose. Il y a fallu la conjoncture de plusieurs phénomènes pour arriver à concrétiser ces modelages. Et le premier ici, c'est Phéu. Phéu, c'est de l'énergie. Phéu symbolise la force, la santé, la prospérité, des projets, un début, un commencement, une émergence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Phéu, avant toute chose, c'est le feu, l'énergie primordiale, incontrôlable et destructrice. Phéu, c'est tout ça à la fois. Et ça nous donne déjà une piste, vraisemblablement la plus forte, pour montrer à quel point que tout cela ne semble venir, en tout cas une partie, mais que ça vient d'un phénomène lié à de l'énergie. Ici, nous avons Manase. Et Manase, si on regarde sa signification primaire, homme ou humain, c'est une rune qui symbolise, on va dire, l'humanité. C'est intéressant parce que finalement on parle d'énergie et d'humain. Ça commence un petit peu finalement à s'orienter à ce que
des créatures de type humanoïde et laisser quelque chose. On va voir la suite de ce groupement de runes, mais pourquoi rejeter systématiquement quelque chose qui révolutionnerait et qui nous parlerait d'extraterrestres? On en est toujours au même point. Finalement, il suffit effectivement, sur Mars, tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde ne peut pas faire des photographies, et donc c'est quasiment invérifiable. La première photo, est-ce que vraiment les autres ont été reprises sous le même angle? Vous voyez que on peut faire dire à des choses des vérités différentes. Les runes, elles, se contentent de balancer les événements, de balancer les significations, et nous en faisons ce que nous en voulons en réalité. Les runes, ici, nous parlent bien d'énergie, de créatures humanoïdes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est Otalaz. Otalaz parce que sa signification, c'est l'héritage de nos ancêtres. Nous avons Ehwaz. Ehwaz, c'est l'idée que les hommes oscillent entre le ciel et la terre. On voudrait nous faire comprendre que ces gens sont des extraterrestres, ceux qui ont laissé des traces. Attention, on ne parle pas de temps, ça peut être il y a des milliers et des milliers d'années, hein, voire peut-être des millions, on ne sait pas. Là, on n'est pas du tout sur une origine de temps. Mais on ne voudrait s'y prendre pour nous dire nous sommes des voyageurs de l'espace, on ne pourrait pas s'y prendre autrement. L'énergie, l'humain, l'héritage des ancêtres, des hommes qui voyagent dans les étoiles, on pourrait dire tout simplement que nos ancêtres les extraterrestres. Et ça remet complètement en cause le dogme disant que nos ancêtres viennent de l'évolution des singes. Vous voyez, on remet tout en cause ici, exactement comme le problème dont je vous ai parlé avec les géants. Donc vous voyez que là, il y a des pistes, il y a des choses extrêmement intéressantes qu'ils sont à explorer. Kenaz que voici est une rune qui apporte la lumière, la solution. Kenaz, c'est un petit peu l'idée de transmettre un savoir, un enseignement. Et très vite, on peut se dire, ils ont voulu laisser un renseignement pour savoir d'où nous venons. Et nous dit qu'il sera temps un jour d'assumer cet héritage du passé. Enfin, Agalaz, ici, est la rune mère. Elle nous confirme finalement que ce sont bien nos ancêtres qui ont sculpté, qui ont, avec de l'énergie, pas avec un marteau et, et une pointerole ou quoi que ce soit, pas avec des outils tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Mais ces voyageurs des espaces de l'espace, pardon, ont voulu laisser une trace de leur passage. Une trace pour nous montrer d'où nous venons. Et qu'ils sont bien en lien avec notre origine. Alors oui, on comprend mieux, on sait que les scientifiques sur l'origine de l'homme ne veulent absolument pas remettre en question ce qui a été décrété il y a maintenant plusieurs années. Mais pour autant ne pouvons-nous pas imaginer qu'il y a des centaines de millions d'années, des voyageurs de l'espace, qui étaient hautement évolués, nous ont laissé un message. Et puis peut-être qu'une partie de ce peuple est venue sur Terre, a régressé, ou s'est simplement adapté à l'époque sur laquelle ils sont tombés. Il y a tellement de possibilités. C'est vers là que nous devons chercher. Mais regardons à présent. Raido.
C'est la rune du mouvement. On le dit, du bon mouvement. C'est la rune du temps qui avance. Il y a donc une corrélation entre un croisement, et c'est normal, ça fait partie de l'évolution dans la nature, entre quelque part des formes qui ont été sculptées, qui ont été arrangées par ces extraterrestres, et le temps qui a passé dessus, qui lui y a apporté une forme d'érosion, qui a apporté quelque chose en plus. Ce n'est plus tout à fait les mêmes formes, ce qui montre que c'est quand même extrêmement lointain. Avec Wunjo, que voici, si vous remarquez sa forme, Wunjo c'est un peu l'idée de ces girouettes qu'on met sur le clocher des églises et qui indiquent le vent. Et Wunjo plus Raito, ça donne une combinaison extrêmement puissante dans les runes. En réalité, on y parle de tempête, on y parle de tempête de Mars, on y parle de Dame Nature. Donc les formes que l'on voit, eh bien déjà, c'est la rencontre entre l'origine, notre origine, Dame Nature. Et voyons à présent le reste. Elles sont intéressantes ces trois runes parce que regardez ici nous avons une pointe comme une pyramide. Nous avons encore cet axe pyramidal et ici il est inversé. En réalité dans ces trois runes nous avons l'idée, l'impression qu'on est en train de nous parler de ces pyramides, non pas de ces formes ressemblant à des visages humains, mais des pyramides qui ont été laissées par quelque chose de fort, par quelque chose de géant. Tiens, on reparle des géants qui étaient présents au temps des dinosaures. Y a-t-il un lien entre tout ça? La réponse semblait bien être positive, affirmative. Ce visage de Mars n'est pas là par hasard, mais les pyramides non plus. Et tout ce que nous avons pu observer sur Mars n'est pas simplement dû au hasard de Dame Nature. Oui, Dame Nature est en plein milieu, si on regarde. Elle passe ici, elle revient. Dame Nature se trimballe là. Dame Nature exerce son œuvre et son temps sur deux choses bien distinctes, mais qui appartiennent à notre passé. Mars n'est pas simplement une illusion, une planète inatteignable. Elle est une planète où on nous a laissé un message. Donc Philippe a eu raison finalement de poser cette question. Et contrairement à ce que nous disent les scientifiques, il y a bien quelque chose sur Mars pour nous, et c'est un message. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau sujet mystère. Prenez soin de vous.